Bonjour à tous. Pourquoi certains partenaires semblent-ils vivre leurs émotions en décalage permanent? Vous savez, cette situation frustrante où l'un a besoin de parler immédiatement d'un conflit et l'autre, il a besoin de temps pour réfléchir. Et si je vous disais que ces différences de tempo émotionnel, loin d'être des incompatibilités insurmontables, étaient en réalité des opportunités extraordinaires de croissance pour le couple? Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des différences de rythme émotionnel dans le couple. Et on va explorer ensemble comment l'énéagramme nous aide vraiment à comprendre et à harmoniser ces variations de tempo qui peuvent créer tant de malentendus et de frustrations dans nos relations intimes. Pour nous guider dans cette exploration passionnante, nous allons nous appuyer sur le travail absolument révolutionnaire de Sue Johnson. C'est une psychologue clinicienne canadienne et c'est la créatrice de la thérapie focalisée sur les émotions. Sue Johnson, elle est reconnue mondialement comme vraiment l'une des expertes les plus influentes dans le domaine de la thérapie de couple. Son approche, qui est solidement ancrée dans la théorie de l'attachement, elle a complètement transformé la compréhension des dynamiques émotionnelles dans les relations intimes. Elle a sorti un ouvrage qui s'appelle Serre-moi fort, 7 conversations pour une vie entière d'amour, qui aide les couples à créer des liens plus sécurisants. Alors voilà, chaque individu possède son propre tempo pour ressentir, traiter et exprimer ses émotions. Et ces différences, elles créent des patterns d'interaction qui peuvent soit enrichir la relation, soit, et c'est là le problème, générer des cycles vraiment destructeurs. L'énéagramme nous offre une grille de lecture tellement éclairante pour comprendre ces variations, parce que chaque profil possède non seulement sa propre vitesse de traitement, mais aussi ses besoins en régulation et ses stratégies pour gérer l'intensité émotionnelle. Les recherches de Sue Johnson, elles montrent quelque chose de fascinant. La majorité des conflits de couple ne portent pas vraiment sur les sujets apparents, vous savez, l'argent, les enfants, les tâches ménagères. Non, ils portent sur les besoins d'attachement non satisfaits et des danses émotionnelles mal synchronisées. Quand on comprend le rythme émotionnel de notre partenaire à travers l'énéagramme, on cesse enfin de prendre personnellement tout ce qui est simplement une différence de fonctionnement. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble, d'abord, les rythmes émotionnels selon les 3 centres de l'énéagramme, ensuite, ces fameux patterns de poursuite et de retrait, la régulation émotionnelle et les stratégies d'ajustement, les cycles vertueux de synchronisation qu'on peut créer, et enfin, l'application vraiment concrète dans le quotidien du couple. Première partie, les rythmes émotionnels selon les centres d'intelligence. Alors, pour vraiment comprendre les différences de rythme émotionnel, il faut explorer comment les 3 centres de l'énéagramme, instinctif, émotionnel et mental, influencent complètement la manière dont nous vivons nos émotions. Les profils du centre instinctif, donc les profils 8, 9 et 1, ils manifesteraient un rythme vraiment caractérisé par l'immédiateté et la physicalité. Le profil 8, par exemple, il vivrait ses émotions comme des vagues super puissantes qui demandent une expression immédiate. Dans le couple, imaginez, cette personne aurait absolument besoin d'exprimer sa colère ou sa passion sur le champ, là, maintenant. Le profil 9, c'est paradoxal, il manifesterait un rythme beaucoup plus lent. Les émotions seraient ressenties, oui, mais comme amorties, nécessitant vraiment du temps pour émerger à la conscience. Cette personne pourrait mettre des jours à identifier ce qu'elle ressent vraiment, créant des décalages temporels importants dans le couple. Le profil 1 présenterait un rythme super particulier caractérisé par cette tension entre l'impulsion et le contrôle. Les émotions seraient rapidement ressenties, mais immédiatement filtrées, créant ce délai entre le ressenti initial et l'expression qu'il s'autorise. Maintenant, les profils du centre émotionnel 2, 3 et 4. Ils vivraient les émotions comme le cœur même de leur expérience, mais avec des rythmes étonnamment variés. Le profil 2, il ressentirait d'abord les émotions des autres avant les siennes, créant un rythme en miroir. Cette personne absorberait les émotions du partenaire tellement rapidement qu'elle perdrait complètement le contact avec ses propres ressentis. Le profil 3 manifesterait un rythme émotionnel vraiment différé. Les émotions seraient mises en veilleuse pendant l'action,
pour ne ressurgir que dans les moments de pause. Ce décalage créerait des situations où les besoins émotionnels s'accumuleraient sans être exprimés, puis bam, explosion. Profil 4 vivrait un rythme intense et cyclique, avec des vagues émotionnelles profondes qui montent et qui descendent. L'intensité serait constante mais changeante, créant pour le partenaire un vrai défi d'adaptation continue. Les profils du centre mental 5, 6 et 7, eux, traiteraient l'information à travers le filtre de la pensée. Le profil 5 manifesterait un rythme profondément différé. Les émotions, elles, nécessiteraient d'être d'abord comprises intellectuellement avant d'être exprimées. On parle de plusieurs heures ou plusieurs jours. Le profil 6 présenterait un rythme vraiment caractérisé par l'anticipation. Les émotions seraient souvent ressenties par avance, dans l'imagination, créant cette désynchronisation étrange avec les événements réels. Et le profil 7, il manifesterait un rythme rapide, en surface, mais avec un traitement profond, super différé. Les émotions positives seraient immédiates, faciles, mais les difficiles, elles seraient rapidement écartées pour être traitées plus tard, voire jamais. Deuxième partie, les patterns de poursuite et de retrait. Sue Johnson a identifié des patterns relationnels vraiment fondamentaux qui émergent quand les partenaires ont des rythmes émotionnels différents. Et c'est crucial de les comprendre. Le pattern classique, poursuite-retrait, il se manifesterait typiquement entre des profils au rythme complètement opposé. Imaginez un profil 2 avec son besoin de connexion immédiate qui poursuit un profil 5 qui a absolument besoin d'espace pour traiter. Plus le 2 poursuit la connexion, plus le 5 se retire pour protéger son espace. Et c'est une escalade vraiment douloureuse où chacun active involontairement les défenses de l'autre. Le pattern explosion-fermeture, lui, il apparaît très souvent entre certains profils instinctifs et mentaux. Un profil 8, avec son expression intense et immédiate, pourrait complètement déclencher, chez un profil 6, une fermeture défensive. Et cette fermeture du 6, elle intensifierait encore plus la frustration du 8, un vrai cercle vicieux. Le pattern de la synchronisation impossible, il émergerait entre profils qui ont des cycles émotionnels et des durées vraiment différentes. Un profil 4, avec ses vagues émotionnelles longues et profondes, pourrait se sentir totalement incompris par un partenaire de profil 7 dont le rythme rapide ne permet jamais de rester assez longtemps dans une émotion pour l'explorer vraiment. Les patterns de contamination émotionnelle, ils se manifesteraient particulièrement avec les profils très perméables. Un profil 9 qui absorbe les émotions du partenaire sans même en avoir conscience créerait des situations où personne ne saurait vraiment qui ressent quoi. Le pattern accumulation des charges apparaîtrait quand un partenaire accumule les émotions non exprimées jusqu'au point de rupture. Un profil 3, super focalisé sur la performance, en négligeant ses besoins émotionnels, pourrait accumuler des frustrations pendant des semaines avant qu'elles n'explosent soudainement, prenant le partenaire complètement par surprise. Mais attention, ces patterns ne sont pas des fatalités, absolument pas. Ce sont les tendances naturelles qui émergent quand on n'a pas conscience de ce qui se passe. La reconnaissance de ces patterns, c'est vraiment le premier pas vers leur transformation. Quand les partenaires comprennent que leur danse dysfonctionnelle résulte simplement de rythmes mal harmonisés et non d'une incompatibilité fondamentale, alors tout change. Troisième partie, la régulation émotionnelle. Alors, la régulation émotionnelle, c'est une compétence relationnelle qu'on peut vraiment développer. Et l'énéagramme nous offre une cartographie super précise des stratégies relationnelles et des pistes d'ajustement pour chacun des profils. Pour les profils instinctifs, la régulation passerait d'abord par le corps, c'est évident. Le profil 8 pourrait utiliser l'activité physique pour moduler son intensité avant l'expression verbale. Vous voyez, juste quelques minutes de respiration profonde ou une petite marche pourrait transformer une explosion potentielle en expression assertive mais respectueuse. Le profil 9, lui, il pourrait développer des stratégies pour accélérer l'émergence de ses émotions. Un scan corporel, vous savez, cette attention portée sur les sensations physiques. Ça aiderait vraiment à identifier plus rapidement les émotions en formation.
Et des check-ins réguliers avec le partenaire créeraient un espace sécurisé d'expression dont il a besoin. Le profil 1 travaillerait sur l'assouplissement de ce fameux filtre perfectionniste qui retarde tout. Apprendre à exprimer les émotions imparfaites dans un cadre sécurisé avec le partenaire, ça réduirait vraiment la pression et ça créerait un rythme plus fluide. Pour les profils émotionnels, maintenant, la régulation consisterait, paradoxalement, à créer plus d'espace entre le ressenti et l'expression. Le profil 2 développerait cette capacité cruciale à distinguer ses émotions et celles du partenaire. Prendre quelques moments de solitude avant les discussions importantes, ça permettrait de se reconnecter à ses propres besoins. Le profil 3 apprendrait à créer des pauses particulières dans son agenda pour permettre l'expression progressive de ses émotions. Des petits rituels quotidiens de connexion avec le partenaire, mais bref, ça préviendrait cette accumulation dangereuse. Le profil 4 travaillerait sur la modulation de l'intensité pour la rendre plus digestible pour le partenaire. Ce n'est pas diminuer l'authenticité, attention, c'est doser l'expression selon la capacité de réception du moment. Les profils mentaux développeraient des stratégies pour vraiment raccourcir ce circuit pensée-émotion. Le profil 5 pourrait utiliser des techniques somatiques pour accéder plus directement à ses émotions. Les métaphores et les images, ça faciliterait vraiment l'expression avant que la compréhension totale soit atteinte. Le profil 6 apprendrait à distinguer les émotions basées sur des projections futures de celles ancrées dans le présent. La pleine conscience, c'est vraiment la clé pour synchroniser le vécu émotionnel et la réalité partagée du couple. Profil 7, il développerait cette capacité si importante de rester présent aux émotions difficiles. La tolérance progressive à l'inconfort, avec le soutien bienveillant du partenaire, ça élargirait vraiment la gamme émotionnelle accessible. Quatrième partie, les cercles vertueux. La création de cercles vertueux, c'est vraiment le cœur de l'approche de Hugh Johnson. Ces cycles, ils ne visent pas du tout l'uniformisation des rythmes, non. Ils visent à une danse harmonieuse où les différences deviennent complémentaires. Le premier élément, c'est la reconnaissance mutuelle et sans jugement des différences. Quand un profil 8 comprend enfin que le retrait du profil 5 n'est pas un rejet, mais simplement son mode de traitement, et que le 5 reconnaît que l'intensité du 8 n'est pas une attaque, mais une expression d'engagement, alors c'est un nouveau cycle qui peut commencer. La co-création de rituels adaptés, c'est essentiel pour maintenir le lien tout en respectant les besoins de chacun. Un couple, profil 2, profil 9, pourrait établir des connexions brèves mais régulières qui satisfont le besoin du 2, alternés à des moments de proximité tranquille dont le profil 9 a besoin pour traiter ses émotions à son rythme. L'utilisation de signaux, c'est génial pour communiquer les besoins sans déclencher les insécurités de l'autre. Un profil 6 pourrait avoir un signal pour indiquer quand l'anxiété anticipatoire prend le dessus, permettant au partenaire d'offrir exactement le type de réassurance dont il a besoin. La métacommunication sur les rythmes, elle créerait cette conscience partagée si précieuse. Les partenaires discuteraient régulièrement de leurs patterns, célébreraient les moments de synchronisation réussis et ajusteraient ensemble leur stratégie. La régulation mutuelle, où chaque partenaire apprend à aider l'autre à moduler son rythme, ça crée une interdépendance vraiment saine. Un profil 7 pourrait aider son partenaire profil 1 à relâcher le contrôle par la légèreté et le jeu, tandis que le profil 1 aiderait le profil 7 à ralentir et à approfondir sa présence structurante. Et l'établissement de zones de sécurité émotionnelle, où chacun peut exprimer pleinement son rythme naturel sans crainte, ça renforcerait tellement la confiance dans le couple. Cinquième partie, application quotidienne. L'application quotidienne de ces principes, elle transformerait progressivement et profondément la relation. Sue Johnson propose des outils super concrets qu'on peut adapter au profil énéagramme. Le rituel du matin serait complètement adapté au rythme de réveil de chaque profil. Un couple profil 3, profil 9, par exemple, créerait un espace où le profil 3 peut commencer sa journée activement pendant que le profil 9 s'éveille tranquillement avec un moment de connexion planifié quand les deux rythmes sont enfin alignés. La gestion des conflits tiendrait vraiment compte des temps de traitement différents.
Un protocole pourrait permettre au profil 8 d'exprimer brièvement son ressenti initial, juste pour vider la pression, puis accepter une pause pour que le profil 5 puisse traiter avant la vraie discussion. Les moments de transition, vous savez, le retour du travail, le coucher des enfants, ils seraient consciemment utilisés pour la synchronisation. Un profil 2 apprendrait à donner au profil 6 quelques minutes de décompression avant de chercher la connexion. La communication des besoins deviendrait super précise et super nuancée. Au lieu de dire vaguement on doit se parler, les partenaires apprendraient à dire j'ai besoin de 10 minutes pour décharger émotionnellement, par exemple pour un profil 8, ou j'aurais besoin d'une heure ce soir pour explorer quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer, pour un profil 9. Les activités partagées seraient choisies pour leur capacité à harmoniser naturellement les rythmes. Certaines activités, la marche en nature, cuisiner ensemble, le yoga en couple, elles créeraient cette synchronisation naturelle que le couple recherche. La sexualité et l'intimité seraient aussi abordées sous cet angle des rythmes. Un profil 7 apprendrait à ralentir dans l'intimité pour vraiment ressentir, tandis qu'un profil 4 apprendrait parfois à alléger l'intensité émotionnelle pour permettre aussi une connexion plus ludique. Les périodes de stress externe demanderaient une vigilance vraiment accrue sur les rythmes. Les partenaires reconnaîtraient que le stress amplifie les patterns naturels et mettraient en place des stratégies préventives pour maintenir la connexion. Et l'utilisation des supports externes, les journaux partagés, applications de suivi émotionnel, sessions avec un thérapeute, ça fournirait cette structure nécessaire pour maintenir la conscience des rythmes même quand la vie devient overwhelming. Conclusion. L'exploration des rythmes émotionnels dans le couple nous révèle vraiment toute la complexité magnifique de l'intimité humaine. Sue Johnson nous montre que ces différences de tempo, loin d'être des obstacles insurmontables, sont en réalité des invitations à développer une forme plus consciente et plus profonde d'amour. Chaque profil apporte sa propre musicalité émotionnelle à la relation. Et la beauté, elle ne réside pas dans l'uniformité du tempo, absolument pas. Elle réside dans cette capacité des partenaires à créer ensemble une symphonie où chaque rythme trouve sa place et contribue à l'harmonie globale. Comprendre les différences de rythme, ça transforme complètement notre approche des conflits. Ce qui semblait être de l'indifférence pourrait simplement être du temps de traitement nécessaire. Ce qui paraissait de l'hystérie pourrait juste être une expression authentique et immédiate. Cette compréhension compassionnelle, elle dissout le jugement et elle ouvre vraiment l'espace pour une véritable rencontre. Le travail de synchronisation, ce n'est pas du nivellement où chacun perdrait sa spécificité. C'est un enrichissement mutuel où le partenaire au rythme rapide apprend la valeur de la lenteur et de la profondeur, et celui au rythme lent découvre la vitalité de l'immédiateté et de la spontanéité. Cette danse de synchronisation, c'est un processus continu, jamais complètement achevé. Et les couples qui réussissent ne sont pas ceux qui ont trouvé la formule parfaite, non. Ce sont ceux qui restent curieux et engagés dans l'exploration continue de leurs rythmes respectifs. L'énéagramme, combiné au travail de Sue Johnson, nous offre vraiment une boussole précieuse pour naviguer dans ces eaux complexes. En comprenant notre profil et celui de notre partenaire, nous développons cette carte relationnelle qui nous guide vers plus d'harmonie et de connexion profonde. Le message, c'est un message d'espoir profond. Les différences de rythme émotionnel ne nous condamnent pas à l'incompréhension perpétuelle. Avec de la conscience, de la pratique et beaucoup de compassion, tout couple peut apprendre à danser ensemble, créant cette chorégraphie unique qui honore chaque partenaire. Les outils qu'on a explorés, ce sont des invitations à l'exploration consciente et aimante. Chaque couple devra découvrir ses propres variations, ses adaptations, ses rituels de synchronisation. Et c'est dans cette exploration créative que se trouve la véritable intimité. Dans le prochain épisode, nous explorerons la dimension collective avec Desi et Ryan et leur théorie de l'autodétermination. On découvrira ensemble comment activer autonomie, maîtrise et sens pour maintenir l'engagement dans la durée, tant au niveau individuel que collectif. Merci pour votre écoute.